Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, de parler de financement participatif avec nous et avec les auditeurs qui ont peut-être des projets à partager. Alors, pour commencer, peut-être qu'en quelques mots, tu peux nous réexpliquer ce que c'est Bluebees, parce qu'au départ, c'est pas vraiment en fait orienté éducation, mais vous avez pris cette orientation récemment. Ouais. Oui, oui, bien sûr. En fait, j'ai toute une petite présentation, donc je peux peut-être partager Oui, mon écran. bien sûr. Mm. Voilà. Oui, alors, donc aujourd'hui, on va parler de financement participatif parce que, en fait, c'est aussi totalement adapté aux projets scolaires. Donc, et moi, mon métier, justement, je travaille chez Bluebees, donc une plateforme de financement participatif qui est entièrement dédiée aux projets écologiques. Et donc, parfois, les écoles ont des projets écologiques, ont des projets d'environnement. Donc, c'est totalement adapté. Et on va voir quel type de projet, on va voir justement comment bien réussir une campagne de financement participatif. Alors, commençons par le commencement. Le financement participatif, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement le fait de faire financer un projet par des internautes. Donc, il y a vraiment l'aspect collectif. Parfois, tout seul, on n'arrive pas à trouver un budget en entier, mais en fait, si on s'y met à plusieurs et que chacun fait un petit don, justement, on peut arriver à atteindre ce budget. Donc, tout simplement, le financement participatif, en fait, c'est des collectes de dons. Si vous êtes une association, ça peut être des collectes de dons classiques et en échange, vous envoyez des justificatifs de dons, ce qui permet aux donateurs de défiscaliser, d'avoir une réduction d'impôt. Ou bien si vous n'êtes pas une association, c'est tout à fait possible aussi. Dans ce cas, en fait, c'est des collectes de dons avec contrepartie. Donc, c'est un système gagnant-gagnant. Les donateurs vous soutiennent et en échange, vous envoyez des petits cadeaux. Ça peut être des petits objets d'artisanat, des choses, des petites choses sympas faites par les enfants. Ça peut être symbolique ou totalement des choses concrètes. Donc voilà, les internautes vous font des dons et puis en échange, ils ont quelque chose de votre part. Alors, c'est des collectes éphémères, donc qui durent entre 30 et 45 jours. Après, on s'adapte, mais la meilleure durée pour le faire, c'est autour de 30 jours parce que justement, il y a cet aspect un peu de défi, challenge. On a 30 jours pour trouver telle somme. Et donc, c'est ça qui marche bien. Alors, pour quel type de projet? Là, on parle des projets scolaires parce que c'est le sujet du sommet de l'éducation. Mais les choses qu'on a faites, ou en tout cas qui sont éligibles, c'est carrément si vous souhaitez créer une école alternative, vous pouvez faire une campagne de financement participatif pour financer des travaux, du matériel, des choses pour l'école. Le seul domaine qu'on ne fait pas, c'est le foncier. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez trouvé un local pour l'école, vous pouvez lancer une campagne parce qu'on peut financer à peu près tout. Ça peut être recruter une personne, ça peut être végétaliser la cour de l'école, créer un potager, installer un poulailler, des ruches. Voilà, ça peut être vraiment, vraiment très large comme type de projet. Et justement, c'est ça qui marche bien, c'est que les personnes qui vous font des dons savent exactement à quoi sert leur argent. Voilà, je fais un don, je sais que ça va permettre à l'école d'acheter du matériel, de créer un potager. Et donc, c'est très concret dans leur esprit et c'est ça qui motive beaucoup de personnes à vous soutenir. Alors, ça, c'est des exemples pour vous montrer un peu concrètement ce qu'on a pu faire, des campagnes pour des projets scolaires, des projets d'école. On en a fait déjà une bonne poignée. L'année dernière, on avait lancé un appel à projet avec le mouvement Colibri. Donc, du coup, voilà, justement pour soutenir ensemble ce type de projet. Donc, on a eu des créations, là, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris, création d'une école alternative. Donc, par exemple, cette école souhaitait acheter du matériel, financer un petit peu de travaux. Ça peut être pour des écoles qui existent déjà. Donc là, par exemple, celui-ci, un jardin pour grandir, ça, c'était pour une école publique, une école maternelle de Tours qui voulait créer un jardin pédagogique. Ça peut être, voilà, celle-ci, l'école sous les arbres, donc c'était à la fois pour créer l'école, mais plus particulièrement pour financer les travaux d'isolation, évidemment, pour que les enfants puissent être au chaud l'hiver, qui était une condition sine qua non pour pouvoir ouvrir l'école juste ensuite.
Voilà, comme vous voyez, ça marche bien. Nous, on est sur une moyenne d'environ 10 000 euros récoltés par campagne. Donc ça, c'est notre moyenne annuelle sur Bluebees, donc tout projet confondu. Sur Bluebees, c'est des projets de transition écologique en France de manière générale ou en Belgique de manière générale. Donc on a beaucoup de projets pour du maraîchage bio, ce genre de choses. Mais du moment qu'il y a un aspect écologie, c'est éligible pour faire une campagne sur Bluebees. Donc voilà, évidemment, ça ne permet pas de financer toute l'école. Là, dans le cas, si c'est une création d'école, ça ne permet pas de tout financer. Mais si vous voulez, c'est une brique en plus qui vient s'ajouter aux autres briques du projet. Et c'est totalement compatible avec les autres sources de financement. Ce n'est pas du tout concurrentiel. Vous pouvez à la fois avoir des subventions de la région, avoir des subventions privées, obtenir un prêt à la banque, etc. Vous pouvez totalement multiplier les sources de financement et faire une campagne de financement participatif en plus. Là, financement participatif, on s'adresse au grand public. Donc voilà, ce n'est pas exactement les mêmes interlocuteurs et justement, c'est pour ça que ça marche bien. Alors évidemment, il y a des clés pour bien réussir sa campagne de financement participatif. Et ça, nous, c'est notre rôle chez Bluebees. En fait, nous, on vous accompagne pendant toute la préparation et tout le long de la campagne pour vous aider à collecter le montant suffisant. En tout cas, voilà, nous, c'est notre métier, on a l'habitude. Ça fait 7 ans que Bluebees existe, bientôt 8 d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'est en partie mon métier aussi, comment bien réussir une campagne de financement participatif, accompagner tous les porteurs de projets. Justement, on n'a pas envie que vous restiez tout seul devant votre ordinateur. On a conscience que, justement, ce n'est pas forcément votre métier. Donc nous, on est là pour ça et on prend le temps d'accompagner de A à Z tous les projets. En 7 ans, on a hébergé et accompagné plus de 700 projets. Donc, c'est des projets en France. 100% des projets ont un vrai aspect écologique. Donc, nous, on sélectionne les projets en fonction de la qualité du progrès écologique qu'ils présentent. Voilà, il n'y a pas de greenwashing ni rien. On fait attention à ça. On sélectionne les projets. On préfère avoir moins de campagnes, mais au moins que ce soit vraiment que des belles initiatives. En 7 ans, du coup, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur une moyenne de à peu près 9 500, 10 000 euros récoltés en moyenne. Donc, ça fait un total de 10 millions en 7 ans. Et puis, ce qui est intéressant, justement, c'est que comme Bluebees, on est vraiment sur une spécialité projet pardon, de transition écologique. Du coup, au fil de ces années, on a pu créer une communauté. Donc voilà, on a notre propre communauté de donateurs qui sont entièrement des personnes sensibles à ces sujets-là et qui partagent les mêmes valeurs que vous et nous. Donc, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une partie des dons collectés qui viennent de chez nous, en fait, qui viennent des personnes inscrites sur Bluebees, qui viennent régulièrement voir les différents projets. Et quand elles sont touchées par un projet, elles n'hésitent pas à soutenir en plus. Évidemment, ce n'est pas ça qui va vous permettre de récolter tout le budget, mais voilà, il faut voir ça comme un petit renfort. Et puis c'est toujours un soutien moral en plus de voir qu'il y a des personnes qu'on ne connaît même pas qui nous soutiennent aussi. Donc ça, c'est assez sympa. Ensuite, l'image ne s'affiche pas, bon, tant pis. En fait, ça, c'était un petit classement de toutes les plateformes de financement participatif et qui montre que Bluebees, en fait, on est numéro 1, c'est la plateforme qui marche le mieux. Donc, on n'est pas très connu, mais en fait, ça marche bien. Donc, nous, on est sur une moyenne de 9 500, un peu plus de 9 500 euros récoltés en moyenne par campagne. Et les autres plateformes, elles sont plutôt autour de 6 000 euros récoltés en moyenne. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est tout simplement nous, l'accompagnement. En fait, Bluebees, c'est la seule plateforme où vous allez avoir une équipe avec vous qui vous accompagne. Et puis aussi, c'est dû au fait qu'on a une communauté qui vient en plus. Donc voilà, en moyenne, on est à peu près sur du 20% du total collecté qui vient de chez nous. Donc voilà, c'est un bonus intéressant et c'est ça qui explique le fait que
On est sur une moyenne de 9 500, alors que les autres sont sur plutôt des moyennes de 6 000. Sans vouloir les critiquer, je ne suis pas du tout là pour ça. Ils font des choses très bien aussi. C'est juste on est sur des modèles complètement différents. Alors maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet, parce que je pense que c'est ça qui peut particulièrement vous intéresser. Justement, comme moi, c'est mon métier d'accompagner plusieurs porteurs de projets par an pour bien réussir leur campagne. Du coup, voilà, avec toutes ces années, on a l'expérience de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les premiers secrets, les premiers secrets de réussite, les premières clés pour bien réussir à collecter des dons. Donc premièrement, hyper important, une vraie préparation de la campagne. Une campagne de financement participatif, ça ne se lance pas du jour au lendemain. Il y a une petite préparation. Évidemment, on est là pour préparer avec vous, mais ça, c'est vraiment c'est capital dans la réussite de la campagne. Deuxièmement, il faut que le projet soit bien expliqué, que ce soit bien clair, avec un texte humain et des belles photos. Et ensuite, une vraie stratégie de communication. On va rentrer un petit peu dans le détail juste après, ne vous inquiétez pas. Là, c'est vraiment pour vous donner les grandes lignes, mais il faut voir une campagne de financement participatif avant tout comme une belle campagne de communication, puisque plus vous faites du bruit sur votre projet et plus vous allez avoir de dons. Vraiment, c'est mathématique. Donc, du coup, voilà, c'est ça l'enjeu. C'est d'arriver à franchir le mur du son et de faire connaître son projet auprès du plus grand nombre de personnes possible. Et c'est ça qui fait que vous réussirez bien la campagne. Évidemment, on est là pour vous donner tout un tas d'astuces pendant la préparation. Et puis après, pendant le suivi de la campagne, on vous appelle tout au long de votre campagne pendant les 30 jours pour voir où vous en êtes, voir si on peut vous donner des astuces en plus, voir si on peut vous transmettre des contacts qui peuvent vous être utiles. Donc voilà, on ne vous laisse pas tout seul. On ne vous laisse pas tout seul du tout. Alors, donc pour rentrer un petit peu dans les détails, ce que j'appelle la préparation aux petits oignons. En fait, le secret numéro un, vraiment, si vous deviez retenir qu'une seule chose de ma présentation aujourd'hui, c'est que la vraie campagne, elle a lieu avant votre campagne de financement participatif. Plus vous allez préparer, plus vous allez mobiliser, plus vous allez faire monter la mayonnaise, créer de l'engouement avant le lancement officiel de la campagne, et plus ça va marcher. En fait, ce qui est stratégique, c'est le lancement de la campagne. Parce qu'en gros, une campagne, soit elle décolle tout de suite, soit elle décolle jamais. Avec des exceptions, bien sûr, mais en tout cas, si elle décolle tout de suite, vous êtes sûr que tout va bien se passer et que vous allez récolter un beau montant à la fin. Parce qu'il y a un énorme effet psychologique. Le don attire le don. Donc, en fait, plus votre campagne progresse, plus ça rassure des gens, y compris ceux qui ne vous connaissent pas, qui arrivent sur votre page, qui lisent votre projet et qui voient qu'il y a déjà un bon petit paquet de personnes qui vous a soutenu. Et ben, ça les rassure, en fait. Ils se disent, bah, s'il y a autant de personnes qui soutiennent, c'est que c'est un super projet, donc moi aussi, je vais leur donner un petit coup de pouce en plus. C'est vraiment le principe, quand vous voyez plein de personnes qui courent dans une direction, vous avez envie d'aller voir ce qui se passe au bout, et ben là, c'est vraiment la même chose. Le don attire le don, ça rassure. Et au contraire, si la campagne stagne dès le début, ça risque de faire peur à des gens. Donc là, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc nous, justement, on est là pour assurer que le lancement se passe bien. Et pour ça, il faut mobiliser vraiment en amont de la campagne. Il ne faut pas avoir peur d'impliquer les gens, de trouver des alliés. Ça, c'est hyper important. En fait, les alliés, ça peut être des personnes que vous connaissez, hein. Ça peut être des proches qui ont eux-mêmes un peu de réseau, ça peut être des associations avec qui vous êtes en contact, ça peut être des élus locaux si vous êtes en contact aussi. En fait, il faut vous poser la question, qui a intérêt à ce que ma collecte de dons réussisse? Donc là, par exemple, si vous êtes une école, qui a intérêt, et mettons que le projet, c'est de végétaliser la cour d'école, qui a intérêt à ce que ce projet marche? Et ben, ça va être, par exemple, les parents d'élèves. Forcément, ils auront envie que leur enfant soit dans un environnement un peu plus agréable. Ça peut être les grands-parents, ça peut être les habitants du quartier, parce que forcément, ça rend tout le quartier plus sympa. Voilà, ça peut être aussi des associations de protection de l'environnement, comme la LPO, par exemple,
ou les collectifs type Nous voulons des coquelicots, c'est des associations de personnes engagées, bah forcément, elles ont aussi envie de voir qu'il y a des choses qui avancent. Les élus locaux, c'est dans leur intérêt de montrer qu'il y a des choses positives qui se passent sur le territoire. Donc voilà, en fait, quand on se pose la question, on remarque que chaque projet a des bénéfices indirects pour tout un cercle de personnes. Donc du coup, ça, c'est bien d'essayer de mobiliser un maximum en amont pour trouver des alliés qui vont eux-mêmes pouvoir relayer le lien autour d'eux et vous aider à faire parler du projet auprès du plus grand nombre de personnes possible. Ça, vraiment, il y a un vrai effet ricochet. Et vous allez voir que quand vous creusez un petit peu, des alliés, vous en aurez. En tout cas, nous, sur Bluebees, comme c'est que des projets de transition écologique, bah, forcément, c'est des projets qui peuvent toucher pas mal de gens. C'est des beaux projets. On ne va pas faire de campagne pour creuser un puits de pétrole ou ce genre de choses. Donc bah, forcément, c'est assez facile à partager. C'est que des choses positives, hein. C'est aux quatre coins de la France, on se rend compte qu'il y a vraiment des centaines et des milliers de personnes qui ont envie d'agir, qui sont sur le terrain et qui lancent des initiatives concrètes. Donc voilà, tout ça c'est positif. Donc si vous en parlez avant le lancement, que vous dites à un maximum de personnes que vous allez bientôt lancer une campagne de financement participatif pour concrétiser tel ou tel projet, bah, vous allez voir qu'il y a plein de personnes qui vont vous dire « Ah, c'est super, ben, je partagerai le lien autour de moi, etc. » Donc ça, c'est bien de le faire avant le lancement. Comme ça, vous aurez déjà une liste de personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent relayer. Et donc ça, c'est beaucoup plus facile après pendant la campagne. Vous avez simplement bah, voilà, à leur rappeler leurs propres promesses. Et puis, c'est quand même plus poli, voilà, d'essayer de leur demander leur accord s'ils veulent bien partager la campagne. Je sais, ça paraît pas grand-chose, mais en fait, c'est ça qui va faire le jour et la nuit dans la réussite de votre collecte de dons. Donc voilà, créer un maximum d'engouement. Ça ne doit pas être du tout un secret, le fait que vous préparez une campagne de financement participatif. Au contraire, il faut qu'il y ait un maximum de personnes au courant avant. Ensuite, le texte. Alors, le texte, c'est très important, évidemment, parce que c'est la description de votre projet. Donc, le texte, c'est-à-dire, en fait, ce qui va être affiché sur votre page Bluebees. Chaque projet a sa propre page web sur Bluebees, donc qui décrit le projet et où il y a un bouton participer pour que les personnes puissent faire un don. Donc évidemment, il faut que le texte, moi je vous conseille que le texte soit assez court, donc maximum 2 pages. Faites des petits paragraphes parce que quand c'est trop long sur Internet, les gens peuvent être découragés de lire jusqu'au bout, donc ce ne serait pas très efficace. Il vaut mieux faire des paragraphes courts. Il y a beaucoup de gens qui lisent en diagonale, donc du coup, c'est bien si les paragraphes ont un sous-titre. Chaque paragraphe a un sous-titre qui explique clairement le projet. Et en gros, si on lit en diagonale et qu'on lit juste les titres des paragraphes, on doit pouvoir à peu près comprendre le projet. Voilà, c'est ce genre de choses qui est efficace. Et évidemment, là, on s'adresse à un grand public, on s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Donc, du coup, il faut écrire avec son cœur. Il faut que le texte soit humain, il faut qu'on comprenne à quel point c'est un projet qui vous tient à cœur et à quel point ça peut améliorer la vie de pas mal d'enfants. Parce que le fait de faire un don, c'est pas du tout quelque chose de rationnel. En fait, c'est beaucoup plus quelque chose de sentimental. Donc, plus on est touché par un projet et plus on va avoir envie de soutenir. Donc voilà, je sais que parmi les écoles, y compris les écoles alternatives, etc., il y en a pas mal qui sont sous forme associative ou en tout cas qui font des demandes de subventions. Quand on fait une demande de subvention et qu'on dépose un projet, là, c'est le contraire. Il faut être très rigoureux dans la description du projet, mettre des informations le plus techniques possible, etc. Ici, c'est le contraire. Il faut faire un texte qui soit simple, qui soit facile à lire, ne pas mettre de vocabulaire trop compliqué. Idéalement, si un enfant de 10 ans comprend le projet, ça c'est vraiment parfait. Voilà, là on touche le grand public. Donc c'est pour ça qu'il faut tout simplement s'exprimer avec ces mots. Et les photos, très important, j'insiste là-dessus parce que en fait, les photos, c'est ça que les gens vont voir en premier. C'est ça qui va leur donner envie de cliquer, envie d'aller lire la suite du projet. Donc voilà, les photos, c'est important. Évidemment, bah là, en l'occurrence, des photos d'enfants. Si vous avez un schéma, par exemple, du projet, si vous voulez créer
un potager pédagogique, installer un poulailler dans la cour, etc., bah, c'est toujours bien d'avoir une illustration. Donc, si vous avez un petit dessin, etc., ça, c'est vraiment top parce que bah, du coup, ça permet aux internautes de se projeter, d'imaginer concrètement. Et ça, forcément, bah, ça augmente les chances que les personnes aient envie de vous soutenir aussi. Donc, tout ce qui est illustration, image du projet, ça, c'est vraiment très important. Si vous voulez, une campagne de financement participatif, c'est avant tout aussi une brochure. Voilà, il faut voir ça un petit peu comme une brochure, donc qui explique très clairement le projet avec des belles photos et puis qui donne envie de rejoindre l'aventure. Le financement participatif, c'est avant tout une aventure en fait, et on essaie d'embarquer un maximum de personnes dans cette aventure avec nous. Voilà, dans le mot financement participatif, il faut surtout retenir le mot participatif. En fait, ce que vous récoltez, ça va bien au-delà de l'argent. Tiens, l'image, ça ne apparaît pas non plus. Bon. Oui, ce que vous récoltez, en fait, vous récoltez pas seulement des dons. Vous allez récolter, entre guillemets, récolter bah, des sympathisants. Si vous êtes une association, ça peut vous permettre aussi de trouver des bénévoles. Ça peut ensuite, ça vous crée aussi toute une liste de contacts parce que vous allez voir qu'il y a des personnes qui vous font des dons que vous ne connaissez pas. Et en fait, bah voilà, ça crée des liens humains aussi qui ensuite ont un impact sur le long terme. À la fin de la campagne de financement participatif, en fait, vous avez un fichier qui récapitule toutes les informations des donateurs, donc nom, prénom, adresse email et montant du don, etc. Et donc, toute cette liste d'emails, en fait, vous avez le droit derrière de les recontacter. C'est autorisé par la loi RGPD. Et justement, eux-mêmes, ils attendent en fait que vous les contactiez parce qu'après, bah, ils ont envie, ça leur fait plaisir d'avoir des nouvelles du projet, d'avoir des nouvelles de l'école en question, des projets futurs de votre organisme. Parce que quand on soutient un projet, on a l'impression que c'est un petit peu notre projet aussi, donc forcément, on est beaucoup plus attaché. Voilà, donc très important, une belle stratégie de communication. À nouveau, on est là pour vous accompagner, pour vous donner tout un tas d'astuces. Il faut mobiliser un maximum, contacter la presse. On vous donne évidemment des fichiers avec des listes de contacts de journalistes, aller publier sur les réseaux sociaux, distribuer des flyers, sachant qu'on vous fait les modèles de flyers nous-mêmes. Vous n'avez plus qu'à imprimer et distribuer. Donc voilà, j'ai conscience que ça demande de l'énergie. Donc, il y a un petit peu de préparation, en moyenne 1 mois ou 2. Et puis ensuite, pendant les 30 jours de campagne, prévoyez d'y consacrer environ une demi-heure par jour, en fait, pendant les 30 jours. Le lundi, vous allez contacter des journalistes. Le mardi, vous allez distribuer quelques flyers. Le mercredi, vous allez envoyer un message aux parents d'élèves, par exemple, etc., etc. Donc voilà, ce n'est pas un travail à temps plein non plus, mais il faut y mettre un petit peu d'énergie chaque jour. Donc voilà, j'ai conscience, j'ai conscience que c'est un petit peu chronophage, mais si derrière c'est pour récolter 10, 15, 20 000 euros, bah en fait, ça vaut vraiment le coup de le faire. Vous pouvez me faire confiance, toutes les écoles qui ont fait des campagnes de financement participatif et qui ont bien marché, il y en a plein qui ont bien marché. Forcément, parce que quand on parle de projets pour les enfants, ça sensibilise plein de personnes. Donc, il y a vraiment un bon potentiel que ça marche bien. Bah, à la fin, elles sont toutes hyper contentes. C'est quand même des dons, donc ça crée zéro dette. Il n'y a rien à rembourser derrière. Et puis, vous allez voir que ça crée tout un engouement autour de projets qui a un impact sur le long terme. Voilà, ça crée des liens humains qui se renforcent. Donc, voilà, c'est vraiment une très belle aventure. Si jamais ça vous dit de lancer une cagnotte, vous pouvez bien sûr noter mes informations de contact, vous pouvez m'appeler, on discute ensemble de votre projet et puis moi, je peux vous dire si le financement participatif c'est adapté ou pas, sachant qu'on n'a aucun critère juridique sur la structure, donc ça peut être une association, ça peut être voilà, tout type de structure juridique, même les entreprises, les auto-entrepreneurs. Voilà, du moment qu'il y a un vrai aspect écologique, c'est éligible. Et j'en profite pour vous dire, avant de terminer et de vous laisser poser des questions, j'en profite pour vous donner une information hyper importante. Si jamais vous êtes une association
en Île-de-France et que vous agissez pour l'environnement avec des adolescents ou avec des jeunes adultes, contactez-moi absolument parce que je viens de nouer un partenariat avec une fondation qui souhaite soutenir ce type de projet. Donc, association en Île-de-France qui agit pour l'environnement pour des adolescents ou des jeunes adultes. Ils veulent abonder les cagnottes Bluebees de 10 000 euros par projet. Il y a plusieurs projets. Voilà, ils vont soutenir plusieurs projets. Donc, si vous êtes dans cette situation ou que vous connaissez quelqu'un qui a une association qui rentre dans ces critères, contactez-moi absolument. Parce que du coup, c'est un beau coup de pouce en plus, 10 000 euros en plus de votre cagnotte Bluebees. On va bientôt lancer un appel à projet ensemble, mais là, comme c'est tout frais et que ça peut peut-être correspondre à certains d'entre vous, je vous en parle dès maintenant. Vous pouvez m'appeler dès maintenant et puis on en discute. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je sais que c'est un petit peu dense, mais voilà, c'était important pour moi de vous montrer cette solution qui peut peut-être vous correspondre pour financer et justement concrétiser des projets. Et puis, si vous avez des questions, je vous écoute. Déjà, merci beaucoup Aurélie, c'était clair et puis c'est vrai que je trouve que ça démystifie un peu. Moi, j'ai toujours pensé que c'était vraiment très très compliqué de faire une campagne de financement participatif. Mais effectivement, c'est un investissement quand même en énergie, etc. Ouais. Ça a l'air faisable et puis c'est chouette que effectivement on soit accompagné en fait, parce que moi je me disais ça demande des compétences en communication énormes et du coup. Oui, on se rend compte que en fait, c'est ça qui a le plus de valeur aux yeux des porteurs de projets. Donc, du coup, ça, on ne veut pas changer. On préfère ne pas avoir beaucoup de projets en ligne et justement se permettre de consacrer du temps à chaque projet. Parce que, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément, on n'a pas tous forcément un métier ou de l'expérience dans la communication, etc. Donc voilà, nous, justement, on est là. Vous n'êtes pas tout seul. En fait, on vous guide de A à Z. On vous dit quoi faire. Si vous écoutez bien et que vous appliquez tous nos petits conseils, il n'y a vraiment pas de raison que ça ne marche pas. Quand je dis une moyenne de 10 000 euros, alors bien sûr, il y a des cagnottes qui récoltent moins, il y a des cagnottes qui récoltent beaucoup plus, sachant qu'il n'y a pas de plafond. Hein. Si vous récoltez 1 million, vous récoltez 1 million. Mais c'est assez homogène en fait. La plupart des campagnes récoltent entre 5 et 15 000, on va dire. Quoi. Mais dans tous les cas, il n'y a pas... Ah oui, important, ça sur Bluebees, ce qui est un peu différent par rapport aux autres plateformes. Bluebees, à la base, c'est plus une plateforme de solidarité qu'autre chose. Donc, vous n'avez pas besoin d'atteindre votre objectif pour toucher la somme à la fin. Sur les autres plateformes, en fait, on vous demande de vous fixer un objectif au début et si vous ne l'atteignez pas, en fait, les donateurs sont remboursés et vous avez fait la campagne pour rien. Nous, on n'est pas du tout sur ce modèle-là. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Donc, dans tous les cas, vous récoltez la somme que vous avez collectée à la fin, moins les 8% de frais de gestion Bluebees, mais au moins, vous êtes sûr de récolter de l'argent. D'accord. Et je me demandais, donc tu as dit que les projets étaient en France ou en Belgique, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. Sur ces zones-là. Et est-ce que ça peut être des projets dématérialisés, par exemple, si tu as le projet de faire un film d'éducation à l'environnement ou une plateforme de ressources voilà, d'éducation à l'environnement, par exemple? Alors, c'est une excellente question. Tout ce qui est digital, ça ne marche pas très bien. Donc, tu vois, plateforme de formation, tout ce qui est ou site web, tout ça, ça ne marche pas très bien. Okay. Par contre, tout ce qui est documentaire, publication d'un livre pédagogique, etc., ça, c'est beaucoup plus concret dans l'esprit des gens. Donc, ça marche. On a fait des campagnes pour plusieurs documentaires, pour 1 ou 2 livres, et ça marche bien. Parce qu'en fait, c'est tout simplement... Déjà, c'est beaucoup plus concret en fait, dans l'esprit des gens, alors qu'en fait, tout ce qui est digital, c'est un peu plus vague, donc ça marche moins bien. Mais voilà, tout ce qui est documentaire, livre, ça marche parce que même au niveau des contreparties, c'est sympa. Encore une fois, le principe, c'est je fais un don et je reçois un cadeau en échange. Donc là, typiquement, je vais soutenir la publication d'un livre. En fait, c'est de la prévente, quoi, si vous voulez. Et puis, je soutiens la création d'un livre et puis je reçois le livre le jour où il est publié. Donc voilà, là, c'est plus concret. Là, si vous voulez soutenir un site web, je ne vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir en contrepartie. Voilà. Je vois qu'il y a 1 ou 2 petites questions dans le chat. Y a-t-il des périodes à privilégier? Très bonne question. Alors, il n'y a pas vraiment de saisonnalité. Pour les projets scolaires, je vous conseille plutôt d'éviter le mois d'août
parce que justement, pour tout ce qui est scolaire, en fait, si vous faites votre campagne pendant l'année scolaire, vous allez pouvoir voir les parents d'élèves à la sortie des classes, etc., ou avoir une journée porte ouverte ou la kermesse de l'école, par exemple, où là, on voit les gens en vrai, et donc c'est plus efficace de leur parler d'une collecte de dons quand on voit les gens face à face. Donc, voilà, pour tout ce qui est scolaire, je vous conseillerais plutôt voilà, n'importe quand pendant la période scolaire. Nous, il y a juste, on ne lance pas de campagne entre le 25 décembre et le 15 janvier, en gros, parce que juste après Noël, les gens n'ont pas trop de budget. Donc, on évite de lancer des campagnes en cette période-là. Mais sinon, en fait, il y a pas de différence d'un mois sur l'autre. Voilà, ça marche aussi bien, quel que soit le mois. Mais pour les écoles, ouais, faites ça pendant la période scolaire. D'accord. J'avais une question, mais j'ai bien avalé. Ah oui. Euh, Par exemple, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des projets qui, par exemple, se financent auprès de plusieurs plateformes, par exemple, et est-ce que avoir fait une collecte sur une plateforme comme Publis, ça peut aider, par exemple, à aller voir une fondation par la suite, parce que justement, on a ce réseau qui s'est créé, on peut dire, voilà, il y a eu tant de personnes qui nous ont soutenus. Oui, absolument. Ça marche très bien aussi pour tout ce qui est bancaire. Donc, les banques adorent les gens qui ont fait une campagne de financement participatif avant, parce que justement, ça leur prouve que la population soutient le projet au point de faire des dons. Donc, ça les rassure énormément. Les fondations, justement, ça leur montre aussi qu'il y a un engouement. C'est la preuve sociale, en fait, si vous voulez. Par contre, ce que je ne vous conseille pas, c'est de faire deux collectes de dons en même temps. Donc, si vous avez déjà une collecte sur une autre plateforme, je vous conseille de rester sur cette plateforme plutôt que d'aller sur une deuxième, parce qu'en fait, vous allez noyer l'information. Si vous dites le lundi, si vous dites aux gens faites-nous un don sur telle cagnotte, et le mardi, vous leur dites faites-nous un don sur une autre cagnotte, vous allez un peu noyer les gens, ils ne vont pas trop comprendre, ça va moins bien marcher. Et encore une fois, il y a cet aspect psychologique, le don attire le don. Donc, il vaut mieux tout centraliser au même endroit. Parce que 1 plus 1 égale 3, si vous voulez. Donc, si vous récoltez 1 euro sur une plateforme A et 1 euro sur une plateforme B, ça va moins bien marcher que si vous récoltez 2 euros sur la même plateforme qui, derrière, vont faire des petits. Oui. Vous voyez? Il vaut Ouais. mieux tout centraliser. Donc, c'est juste ça un peu le point d'intention. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas du tout concurrentiel avec tous les autres types de financement. Donc, évidemment, c'est une belle preuve sociale. Et puis surtout, ça vous permet de communiquer à fond sur votre projet. Donc, on se rend compte que ça crée des belles histoires aussi. Là, moi, l'année dernière, j'avais une école, donc une école alternative à Rennes, qui a fait une campagne pour justement créer l'école. Ils avaient juste le local et ils avaient besoin d'argent pour les travaux. Et en fait, ils ont fait quelque chose de très intelligent, c'est que sur leur page Bluebees, voilà, ils ont expliqué à quoi va servir l'argent, etc. Mais ils ont fait aussi tout un paragraphe pour appeler à l'aide, entre guillemets, pour dire, voilà, si vous avez du matériel à donner, on est aussi preneur, on cherche des chaises, etc. Et ce qui est génial, c'est que toute la liste de ce qu'ils avaient demandé gentiment, en fait, ils ont tout eu. Donc, ils ont eu des dons, mais ils ont eu des dons financiers, mais aussi des dons matériels. Ils avaient même demandé un piano pour l'école et il y a quelqu'un qui leur a donné un piano pour les élèves. Donc ça, c'est assez sympa, justement, parce que ça permet de... Vous faites beaucoup de bruit, il y a beaucoup de personnes qui vont venir voir votre projet. Donc du coup, ça crée des contacts, ça crée des liens. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Moi, j'ai des associations qui font des appels à bénévolat aussi et qui disent on a besoin de dons, mais on a aussi besoin de bénévoles. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et justement, ils arrivent à trouver des nouveaux bénévoles comme ça. Une question, si on a plusieurs projets, est-il judicieux de faire plusieurs collectes indépendantes? Alors, non, ce qui est plus judicieux, c'est de mettre tout sur la même page et de dire, d'ailleurs, on a l'habitude, la plupart des gens ont plusieurs choses à financer. En fait, ce qui est bien de faire, c'est d'indiquer des paliers. Donc, par exemple, si on récolte 5 000 euros, on va pouvoir financer ça. Si on récolte 8 000 euros, on va pouvoir financer ça en plus, etc., etc. Vous pouvez mettre plusieurs choses. Et d'ailleurs, c'est bien parce que il y a des personnes qui vont être plutôt motivées pour, je sais pas, financer du matériel de jardinage, mais il y a d'autres personnes qui vont être peut-être plus motivées pour financer le recrutement de professionnels qui vont venir faire des ateliers.
Donc justement, vous donnez plusieurs raisons aux personnes de vous soutenir. Voilà. Moi, ce que je vous conseille de faire, ce serait compliqué. Ça dépend du budget en fait que vous avez besoin de récolter. Ce qui est bien, c'est de faire plusieurs paliers entre 5 et 15 000. Si vous mettez tout de suite, on a besoin de 50 000 euros, ça risque de faire un petit peu peur aux gens. Il faut que ça paraisse atteignable en fait dans l'esprit des gens. Mais si vous avez plusieurs projets qui coûtent en tout entre 5 et 15 000, ben, faites différents paliers et justement, c'est très intelligent de faire ça comme ça. Alors, auriez-vous des exemples d'autres plateformes? Alors, il y a différentes plateformes de financement participatif. Vous avez des plateformes généralistes comme Ulule ou KissKissBankBank. Donc ça, c'est bien si vous avez des projets non écologiques, on va dire, si vous voulez publier votre propre BD, par exemple, si ce n'est pas une BD par rapport à l'environnement, ces plateformes-là marchent assez bien. Elles sont sur une moyenne de 6 000 euros récoltés par campagne. Vous avez Hello Asso, qui est dédié aux associations et qui est juste une plateforme de paiement, en fait, si vous voulez. Leur moyenne est plus faible. Eux, ils sont sur une moyenne de 1 000 euros récoltés par projet. Nous, on est sur une moyenne de 9 500. C'est parce que, en fait, il y a moins de visibilité. Ce n'est pas une plateforme qui met une liste de tous les projets. C'est juste vous-même, vous avez votre page et en fait, vous transmettez cette page individuellement aux gens. Donc, il n'y a pas toute une communauté derrière. Mais ce qui est intéressant pour les associations, c'est qu'ils prennent les frais de gestion sur les donateurs et pas sur les porteurs de projets. Donc, du coup, vous aurez pas de frais de gestion à payer. C'est les donateurs qui vont mettre un petit peu plus que leurs dons pour financer la plateforme. Alors que sur toutes les autres plateformes, Bluebees et les autres, en fait, c'est des frais de gestion sur le total récolté. On est tous à 8% de frais de gestion de mémoire. Donc, voilà, pour comparer. Mais honnêtement, le mieux à faire, moi, je vous invite à regarder les plateformes qui existent et puis suivez votre cœur, en fait. Allez sur la plateforme où vous vous sentez le mieux ou qui vous correspond le mieux. Je ne sais pas si, Kat, vous voulez partager le projet que vous avez en ce moment. Non, mais ça peut être intéressant, ça peut Oui, inspirer. bien sûr. Bah, si on a quelques minutes et que vous avez des projets, on peut tout à fait en parler. Je vais vous mettre à nouveau mes informations de contact. Comme ça, si vous voulez qu'on en discute individuellement, moi, c'est avec grand plaisir. Je suis là pour ça. Je vous laisse la Hop, parole. ça, c'est mon email. Voilà mon numéro de téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait partager son projet? Oui, Ok, je me lance. Alors, il y a un projet assez global, c'est de créer ce lieu. Donc là, le lieu, il est déjà en cours de création. Ça va, ça bouge pas trop? Ok. Et donc, en fait, c'est un lieu qui permettrait d'accueillir à la fois des ateliers, il y a un jardin pédagogique inspiré de la permaculture dans la forêt qui permet d'accueillir des animations nature. Donc, j'ai déjà accueilli une école, toutes les classes d'une école, même de 3 écoles, en fait. On a fait un parcours sensoriel et l'idée, en fait, c'est d'amener des enfants ou des familles, que les gens viennent vivre des petits moments de bonheur dans la nature. Mais donc là, je suis vraiment qu'une asso et pour l'instant, je suis moi. Ça fait que 2 ans qu'on est installé ici. Et en fait, j'ai une multitude de projets. Et donc d'ailleurs, Emeline, c'était hyper inspirant. J'ai vu un replay. Le côté festival, en fait. Parce que moi, c'est comme si j'avais plein de chemins différents que j'ai envie d'explorer à mon rythme, quoi. Il y a le côté qui est lié à la nature, où c'est faire découvrir la biodiversité, partager vraiment mon amour du vivant, des plantes, des animaux. Et juste de partager ça, il y a la partie jardin, amener les gens à devenir autonomes au niveau du jardin, de connaître les plantes, etc. Il y a la partie culturelle, où j'ai envie de faire des petits spectacles dans la forêt, du cinéma en plein air, installer une petite bibliothèque, parce que je ne sais pas du tout comment est le contexte partout, mais il y a une question je trouve qui est pas forcément, qui est très d'actualité, mais qui est relou d'intégrer là-dedans, mais aujourd'hui, perso, moi, je ne peux pas aller dans une bibliothèque et pourtant, j'ai envie de continuer de partager des bouquins, qu'il y ait des gens qui puissent venir faire des jeux de société, voilà, se mettre en commun localement. Mais voilà, moi, aujourd'hui, le point où j'en suis, c'est je ne connais pas les gens ici parce que je suis arrivée ici au début du confinement et j'ai tous mes projets que je suis en train de mettre en place, mais je n'ai pas les gens ici. Donc, je me dis, il faut que j'aille sur le virtuel, toucher du monde. Et peut-être que ça fera bouger après localement. Voilà.
Enfin, voilà, je ne sais pas trop où je suis partie. Moi, je vous conseille aussi d'intégrer des cercles de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Donc peut-être que autour de chez vous, il y a plus ou moins, hein, il y a peut-être des comités, je sais pas, un comité local d'Emmaüs, un comité local du collectif Nous voulons des coquelicots, peut-être un comité local de Europe Écologie Les Verts, ils en ont à peu près partout. Mais vous choisissez ce que vous voulez, mais à votre place, j'essaierai d'intégrer tous ces cercles parce que en fait, c'est comme ça que vous allez agrandir le nombre de personnes que vous connaissez. Et tout ça, c'est une grande force, en fait. C'est vrai que quand on vient d'arriver dans une région et qu'on ne connaît pas beaucoup les personnes, euh, ça vaut le coup de prendre le temps de vous faire connaître auprès d'un maximum de gens, d'aller voir vos voisins, discuter avec les gens sur le marché. Voilà, ce genre de choses. Euh, voilà, faut pas être timide, mais en tout cas, ce sera forcément bénéfique pour vous d'une manière ou d'une autre. Essayez de voir un peu les associations. Ça peut être une AMAP, voilà, ça peut être plein de choses. Essayez d'aller voir les collectifs qui partagent des valeurs communes avec vous. Alors justement, en fait, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais je ne les ai pas forcément trouvés. J'ai l'impression d'être. Alors, je ne me suis peut-être pas assez sortie pour aller les rencontrer, hein, mais Vous êtes dans j'ai quel coin? l'impression d'être dans une zone super nue, en fait, dans le sud du Loir-et-Cher. Et donc, entre le Loir-et-Cher, le l'Indre et l'Indre-et-Loire. Ouais. Et voilà, et je ne sais pas. L'année dernière, pour vous donner un exemple juste concret, alors je suis dans une zone qui est à la fois rurale et qui ne me paraît pas ni trop rurale, je ne sais pas trop. L'année dernière, j'ai été animer des animations autour des animaux mal aimés, suite aux campagnes du CPN. Donc, hop, j'ai été dans des classes primaires, maternelles, j'ai vu 9 classes, j'y ai été, hop, et après, je les ai accueillis chez moi autour du parcours sensoriel, etc. Donc, les enfants sont venus, on a fait une exposition collective dans un troisième temps. Donc, c'était une installation qu'on avait mise dans la forêt. J'ai enseigné dans la forêt, et après, toutes les classes sont venues découvrir les expositions de chaque classe. Donc, c'était super chouette. Et pour moi, c'était une façon de me montrer via les enfants à ces gens ici. Bon, j'ai peut-être pas dû aller au bout d'une action quelque part. La communication, on a peut-être dû. Mais derrière, j'ai pas. Je sais pas. Je les ai pas rencontrés à nouveau les gens, quoi. C'est-à-dire que des fois, je les croise ici sur le parking, mais c'est juste un salut. C'est-à-dire que je sais même pas s'ils m'ont associé à ça, les parents, en fait. Alors, moi, de toute façon, Rome ne s'est pas construite en un jour. Il faut juste continuer. Vous allez voir que ça va progresser. D'ailleurs, l'UCPN, c'est un très bon réseau aussi. Ils ont des membres à peu près partout. Et je sais parce qu'ils ont fait une grosse campagne Bluebees l'année dernière, donc on les connaît bien. Donc, ouais, continuer, continuer, persévérer, ça c'est humain, hein. Parmi toutes les personnes qu'on rencontre, il n'y en a qu'une partie avec qui on va créer des liens sur le long terme, mais c'est humain, c'est normal. Surtout là, là on sort quand même d'une période vraiment spéciale où les gens sortaient beaucoup moins de chez eux, donc forcément ça a mis en difficulté plein de relations humaines, mais là j'ai confiance sur le fait que les événements de village sont en train de reprendre, etc. Donc voilà, continuer d'aller dans ce genre d'endroit. Et dans tous les cas, c'est comme ça, c'est mathématique. Il y a toujours seulement une partie de tout le cercle de personnes que vous rencontrez qui vont rester sur le long terme. Mais ouais, utiliser les réseaux sociaux, c'est un très bon moyen aussi d'avoir ne serait-ce que de la visibilité. Et puis un jour on ne sait jamais. Parfois, il y a des gens qui ont besoin d'avoir un contact un peu distant avec vous pendant un certain temps. Ce que j'appelle un peu distant, c'est sur les réseaux sociaux, c'est à travers un écran. Peut-être qu'ils ne vont pas forcément rentrer en contact avec vous tout de suite, mais qui vont suivre les actualités, qui vont suivre ce que vous postez. Et puis au bout d'un moment, qui vont avoir assez confiance pour mener une initiative avec vous. Donc oui, ça prend du temps de créer une communauté autour de ces projets, c'est normal. Ne baissez pas les bras, il faut juste continuer et persévérer. Si je peux me permettre, ma mère est dans cette zone-là. Donc, envoyez-moi un mail si vous voulez. Elle a plein de contacts d'associations, de réseaux. Elle est là depuis 30 ans. Donc, voilà.
Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent partager leur projet. En tout cas, là, c'était super inspirant, je trouve. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, sinon, sur concrètement comment ça se passe? J'en ai une, mais c'est possible qu'elle ne soit pas forcément dans ce cadre-là aujourd'hui. Et dans ce cas-là, c'est pas grave, je me la poserai plus tard. Mais je peux. Okay. Alors, moi, je n'ai pas l'intention de faire une école dans la nature ou de remplacer l'école. J'ai vraiment envie d'arriver en complément, de leur offrir une opportunité d'être à l'extérieur. Mais justement, est-ce que des fois, est-ce que ça pourrait être vu, comment dire, là, aujourd'hui, tout de suite, les écoles primaires, ils sont en mode, il y a une classe qui va fermer parce qu'on n'a plus assez d'élèves, je sais pas. Et donc ils sont dans une situation où je ne suis pas sûre qu'ils soient OK pour accueillir, enfin je sais pas. J'ai l'impression d'être peut-être aujourd'hui, j'ai pas été voir les élus par exemple du coin et non en fait désolée, je crois que je suis sur n'importe quoi. Faut le faire, allez voir les élus parce qu'ils ont toujours des contacts intéressants à vous transmettre. Ils sont là pour vous aider aussi, donc allez voir vos élus locaux. Et les écoles, en tout cas, il y a plein d'écoles qui cherchent ce type de prestations. Donc, peut-être contacter les écoles qui sont un tout petit peu plus éloignées. S'il y en a avec qui ça coince un peu, peut-être juste élargissez un peu le cercle de distance des écoles que vous contactez. Mais en tout cas, il y en a plein qui cherchent ce type de prestations, justement. Des centres de loisirs aussi, éventuellement. Ce modèle de financement participatif vient des États-Unis, j'imagine, comme souvent, non? Oui. D'accord. Et est-ce que tu connais, toi, des plateformes aux États-Unis? Est-ce que tu as des noms en tête? Les deux plus grosses, donc les deux pionnières, en fait, c'est Kickstarter Oui. et Indiegogo. D'accord. Voilà, qui marche pour les projets aux États-Unis. Moi, je connais des Français qui sont allés faire une campagne sur ce type de plateforme, mais en fait, ça ne marche pas du tout. Si vous voulez si votre projet est en France, faites votre campagne sur une plateforme française. Ne serait-ce que pour la communauté, en fait. En général, les autres plateformes n'ont pas vraiment une communauté comme Bluebees, où nous, on est sur une niche. Donc, forcément, il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas qu'une fois. Attention aux autres, parce qu'il y a des plateformes qui vous disent on a une communauté de 2 millions de personnes. En fait, c'est 2 millions de personnes qui ont fait un don une fois à un projet, donc en général un projet d'un ami. Donc c'est pas forcément une communauté solide derrière, mais essayez de trouver plutôt une niche par rapport à ce que vous faites. Et comme ça, vous avez une chance d'avoir plus de visibilité, ne serait-ce qu'au niveau de la presse aussi. Nous, toutes les semaines, il y a des articles dans la presse sur Ouest France, par exemple, ou sur France Bleu. Ouest France, il faut un article quasiment une fois par semaine sur une campagne Bluebees, justement parce qu'il y a des journalistes qui viennent régulièrement sur le site parce que ça les inspire pour justement faire des sujets d'articles. Donc, c'est des projets de terroir, enfin, c'est des projets qui sont sur leur territoire et qui sont des projets positifs. Donc, il y a une belle visibilité. Nous, en tout cas, ça m'arrive souvent d'avoir des porteurs de projets qui me disent j'ai un journaliste qui a vu ma campagne sur Bluebees et qui m'a contacté après. Vous pouvez vous-même les contacter aussi. Et donc, forcément, ça vous donne un avantage par rapport à ça, le fait de faire votre plateforme le fait de faire votre campagne sur une plateforme française. Et comment contacter les journalistes? Alors, est-ce qu'il faut préparer un texte qui puisse être quasiment prêt à l'emploi? Qu'est-ce qui va faire que le journaliste va être intéressé par un projet comme ça? Alors, déjà, nous, on a des listes de contacts de journalistes dans chaque département de France. Donc, déjà, on vous donne les contacts. Et puis, après, on a des modèles de textes d'email pour les contacter. Parfois, il y a des journalistes, on a juste leur email, parfois on a le numéro de téléphone. Si vous avez le numéro de téléphone, c'est pas mal de les appeler directement parce que les journalistes reçoivent je ne sais pas combien de communiqués de presse par jour. Donc, si vous envoyez un email, je vous conseille de faire un texte court. Si vous leur envoyez, ça ne marche plus, les communiqués de presse qui font 2 pages, ils n'ont pas le temps. Le mieux à faire, c'est de les contacter avec un email court ou avec un SMS.
Vous leur expliquez le projet en 2 lignes et vous les invitez, à venir voir sur place. Si c'est une école, par exemple, vous les invitez à visiter, l'école, ou si le projet n'est pas encore, si vous avez juste le local et que vous êtes en travaux, proposez-leur de venir voir les travaux en cours ou tout simplement de vous rencontrer pour en savoir plus. Voilà, le plus simple, c'est de faire ça dans ce sens-là. Vous les invitez et une fois qu'ils sont sur place, là, vous décrivez le projet plus en détail. Vous mettez juste 2-3 lignes dans l'email de premier contact. Si vous faites une campagne de financement participatif, c'est lors de ce rendez-vous en personne que vous leur dites: on a une campagne en cours, est-ce que vous auriez la gentillesse de mettre le lien dans l'article? Et la plupart acceptent de le faire. Donc voilà, tout ce qui est télévision régionale, ça marche bien aussi. France 3 régional, ça marche très bien. Ça met un petit peu plus de temps, forcément parce qu'ils ont besoin de faire le montage de la vidéo après, etc. Donc ça met un petit peu plus de temps. Mais ils sont très intéressés assez régulièrement, en tout cas sur les projets Bluebees, donc les projets qui ont un impact écologique. Assez régulièrement, il y a des antennes de France 3 régionales qui viennent faire des reportages. Ne négligez pas la radio. Parce qu'en fait, les petites radios locales, même si elles n'ont pas une très forte audience, en fait, elles ont quand même une audience ciblée. Souvent, il y a plein de radios qui sont diffusées uniquement sur une ville ou bien sur son agglomération. Donc, du coup, elles sont tout le temps en recherche de sujets, d'interlocuteurs. C'est très facile à organiser parce que soit vous passez au studio et elles font une petite interview, soit carrément elles vous appellent au téléphone et vous faites l'interview comme ça au téléphone, elles enregistrent et elles diffusent. Donc, c'est hyper simple à organiser. Vous n'avez même pas forcément besoin de vous déplacer au studio. Donc ça, souvent, les gens oublient. Mais c'est des contacts très intéressants parce que voilà, ça ne va pas vous donner une visibilité auprès de milliers de personnes, sauf si c'est sur France Bleu, qui marche bien aussi. Mais voilà, même les petites radios, ça vaut le coup parce que une personne, plus une personne, plus une personne, à la fin, ça vous fait connaître par des gens qui sont dans la même zone géographique que vous. Donc c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est toujours plus attaché aux projets qui sont proches de chez nous. C'était très clair et merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée et puis peut-être à bientôt.